Salut à tous, merci de nous rejoindre sur motorstv.com et on s'offre un petit cadeau et on vous offre par la même occasion un petit cadeau, un numéro spécial, un débriefing hors série si l'on peut dire, consacré à l'IndyCar 2012. En compagnie de Patrick Rivet. Salut Patrick. Salut LFB, salut à tous. Et oui, vous avez été même quelques-uns à le souhaiter, ce débriefing IndyCar. Sans doute à cause d'une course, d'une finale absolument extraordinaire. Tu l'as dit toi-même sur le site, hein, c'était fou. Bah oui, c'était fou. On a passé une nuit absolument incroyable à suivre. Ce scénario tout aussi improbable au début qui nous a amené à la victoire et au titre, surtout de Ryan Hunter. On va essayer, Patrick, de passer en revue cette course finale, parce qu'effectivement, elle sort des normes en quelque sorte, et de tirer un bilan de l'année, hein, parce qu'on a évidemment suivi en direct tout au long de l'année cette saison 2012 d'IndyCar. Ryan Hunter est donc champion. Et je te pose la question qu'on se pose tous, est-il un champion légitime? Est-il un bon champion 2012? Ta réponse? Oui. Eh ben, je la partage. Tout simplement oui. Et pourquoi? D'abord parce qu'il va terminer cette saison avec le plus grand nombre de victoires, 4. Si on regarde les classements intermédiaires, enfin les autres classements que font nos amis américains, à savoir les classements sur ovale ou les classements sur routier, on s'aperçoit qu'en arrivant à Fontana, il est le leader du classement ovale et qu'il est dans le top 3, il est deuxième du classement routier. Autrement dit, il a été relativement performant sur tous les terrains, donc les ovales et les circuits routiers. Il va gagner sur les deux terrains, franchement. Il gagne à Milwaukee, Iowa, et il gagne à Toronto et Baltimore. Voilà, c'est urbain, c'est ovale. Et c'est deux de chaque. Hein, moi, Baltimore, c'est vraiment là, je me suis dit, il a passé un cap. Et je suis pratiquement sûr, je ne suis pas dans le cerveau de Ryan Hunter, mais que lui-même cette année a franchi un cap qu'il ne s'attendait peut-être pas à franchir. Il était 27e à Indianapolis. On n'en parlait pas de Ryan Hunter pour le titre. Dans les 8 dernières courses, il en a gagné 4, et notamment celle de Baltimore, où il est allé chercher sur son terrain Will Power de fort belle manière. On l'avait vraiment dit à ce moment-là en direct. Absolument. Et à Fontana, écoute, moi je l'ai trouvé, notamment en fin de course, où il y avait quand même un peu de stress, je l'ai trouvé bien. Oui, là aussi, c'est peut-être là aussi qu'il a parfaitement bien géré. Et on peut penser que Michael Andretti n'est pas complètement innocent aussi dans la gestion de cette course avec les liaisons radio. Si on se rappelle bien cette course, 56e tour, Will Power va dans le mur. On se dit, tiens, c'est bon pour Ryan Hunter. Pas si facile. C'était pas si fait que ça. Il faut revenir sur l'exploit des mécaniciens de Penske qui remontent la voiture. Et on envoie Will Power, pas longtemps, suffisamment, 11 tours, ça suffit pour passer à la 24e place. Qui dit 24e place dit 2 points de plus dans l'escarcelle. Donc au lieu de faire top 6, il doit faire top 5. Oui. Et quand on voit les gaillards qu'il y a devant, on se dit, et qu'on voit surtout sa voiture qui n'est certainement pas la plus performante du lot, on se dit, aïe aïe aïe, ça ne va pas forcément être si facile. Et à un moment dans la course, eh bien, on a la sensation que lui, le top 6, il dit, vous inquiétez pas, je gère. Mais il y a aussi un autre moment dans la course où, lors de l'avant-dernier safety car, on lui dit, tu sais qu'il faut que tu fasses top 5. Et je crois comprendre quand même qu'on ne lui avait pas forcément tout dit pour que la course se fasse d'une façon plus ou moins sereine. Il n'a jamais perdu son sang-froid, contrairement à Will Power qui le perd au 56e tour. Alors on va en parler bien sûr, donc bravo à Ryan Hunter qui pour peut-être même le sport automobile américain va représenter maintenant une véritable superstar tout à fait légitime. Donc on est tous d'accord pour dire qu'il mérite son titre. Et alors est-ce qu'on va dire que Will Power mérite sa défaite? En tout cas je ne sais pas Patrick, mais ce qu'il fait au 56e tour, effectivement ça fait tâche. Oui. Ça fait tâche sur le mur c'est sûr, mais c'est pas normal effectivement qu'il ait fait cette erreur. Oh là là. Plusieurs fois dans la saison on se disait mais Will Power il va avoir une chance inouï cette année, c'est que son ennemi intime, celui qui lui fait perdre les titres précédemment, n'est pas là. C'est Dario Franchitti, on aura l'occasion d'y revenir. Ce n'est pas Dario Franchitti, ce n'est pas Chip Ganassi, c'est, on va dire, une équipe que l'on doit certainement considérer comme moins dangereuse, aussi bien chez Penske que dans la tête de Will Power. Will Power ne peut pas s'imaginer que ça soit une voiture de l'équipe de Michael Andretti qui pourra le chagriner à ce point-là. Donc, on peut penser qu'il doit être plus serein encore que les années précédentes. Il ne l'est pas. Non. Alors, il ne l'est pas. On peut quand même aussi, on aura peut-être aussi l'occasion d'y revenir, sur le fait qu'il est repoussé sur la grille de départ. Donc, de 3, il passe 13. Il reste, quoi qu'il arrive, devant Ryan Hunter qui est 22, mais il n'est plus dans une position si confortable en début de course. Est-ce que c'est ça qui le stresse un petit peu? Ce d'autant plus qu'il rate son départ, puisque en 3-4 tours, il est derrière
Hunter, qui est remonté à la 16e, 17e place, lui il est 18, 19, donc voilà, jusqu'au moment où donc 56e tour, et les 3 tours qui précèdent, ils sont ensemble côte à côte, et là, à quoi ils jouent? C'est là vraiment la question qu'on se pose, à quoi ils jouent? Peut-être que pour Power, il ne faudrait pas que la dernière manche soit sur ovale. Oui. Ça, c'est sûr que ça doit jouer psychologiquement. On peut quand même signaler que depuis le mois d'avril, il n'a pas gagné. Voilà. Et quand même, quand on voit le bilan de la saison… En fait, c'est un leader relativement fragile, quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'il ne gagne pas. Et surtout, allez, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il est sur 2 semi-échecs en arrivant à Fontana? Parce que comment on a pu le faire perdre à Sonoma? Mais comment? 10 points de perdus, fatalement. Puisque c'était 50-40, c'est Briscoe qui gagne. Briscoe, comment on arrive à le faire perdre? Parce que là, c'est pas autre chose. Du côté de Szczepanski, franchement, on a eu un petit souci, de même qu'on l'avait eu à Mid-Ohio. Rappelle-toi, Mid-Ohio, il se fait passer par Scott Dixon, alors que là aussi, donc c'est autant de victoires et autant de points en moins. Et effectivement, au bilan, il n'y en a que 3 victoires. Il en a une de moins que Ryan Hunter, alors qu'on l'imaginait une fois passé le cap cette partie intermédiaire de saison où on est sur ovale, il les a pas si mal gérés que ça. Et se dit, tiens, dès lors que ça va revenir sur circuit routier ou en ville, il va reprendre sa balade comme il a fait avant. Alors là, franchement, on imaginait un 6 ou 7 victoires dans l'année, un Will Power déjà champion à Sonoma. Non, mais c'est vrai, franchement, on pouvait s'imaginer ça. Et en aucun cas, on pouvait imaginer un tel scénario à la fin. Bon, en tout cas, voilà, Hunter et Power, le duel a bien eu lieu et le verdict est tombé en faveur de l'Américain. On va passer en revue quelques autres pilotes, Patrick, si tu le veux bien, assez rapidement. Nos 2 Français, on va commencer par eux. Simon Pagenaud et Sébastien Bourdet. Simon Pagenaud, il est bien le 5e du championnat 2012, ce qui est quand même relativement formidable. 5e du championnat, rookie de l'année, titre déjà acquis à Baltimore, donc franchement bravo à lui et sans doute a-t-il fait du bien à Sam Schmidt Motorsport aussi. À signaler, tiens, puisqu'on parle de Simon, numéro 77, un petit bravo et un petit coucou également à Tristan Vautier, qui l'a donc emporté en Indy Light, donc pour Sam Schmidt, c'est une belle année, c'est une belle saison, on comprend pourquoi il a envie de le garder, Simon Pagenaud. Moi, j'ai envie de dire, pour Simon, pour conclure, le signe qu'effectivement, il a fait son trou d'ores et déjà en IndyCar et comment, c'est que la majorité des observateurs, et pas seulement nous, on l'espérait bien sûr, pensaient qu'il allait en gagner une en deuxième moitié de saison, on va dire. Et personne n'aurait rien trouvé à y redire par rapport à sa saison. Ça veut bien dire qu'il est dans le haut du panier. Voilà. Sébastien Bourdet, forcément un peu moins… Saison plus difficile. Oui, c'était forcément plus difficile pour Sébastien, qui a su quand même se montrer. Voilà, qui a su se montrer. Là aussi, bien sûr, il y a eu l'accrochage à Sonoma, mais il était très bien placé, 2 sur la grille. Très très belle course également à Mid-Ohio. À Baltimore. À Baltimore, donc voilà, bilan plus que positif. Pour conclure sur Simon Pagenaud, pour dire qu'il est encore effectivement qu'il fait un peu plus partie de la famille, c'est que il paraîtrait que du côté de chez Roger Penske, on l'a appelé au téléphone pour la saison prochaine. Donc dès lors qu'on fait aussi partie comme ça des pilotes que l'on sollicite pour d'éventuels transferts, forcément ça veut dire qu'on a réussi sa saison. Allez, je te cite en rafale quelques autres noms. Tu me dis si c'est pour toi un top ou un flop, mon cher Patrick, sur l'année. Rubens Barrichello. Il venait de la Formule 1, bien flop sûr. Top ou top flop? Ah, donc c'est entre les deux, tu dis? C'est un peu entre les deux. Moi, j'aurais pensé mieux. Mais quand je dis pourquoi je suis un petit peu au milieu, c'est que si on le regarde aussi Tony Kanaan, qui pourtant a fait une très belle course ici, la saison de Kanaan n'est pas non plus exceptionnelle. Donc c'est difficile certainement pour Rubens Barrichello d'arriver dans ce championnat. Le bilan d'ensemble de l'équipe est moyen, donc je pense que son bilan personnel ne peut être que moyen aussi. On l'a vu pas mal dans le top 10 avant qu'il ait son problème moteur également à Fontana. Donc voilà, il commence à prendre certainement la mesure des ovales déjà. Il n'a pas été quand même complètement ridicule non plus sur circuit routier. Il est un petit peu au niveau de l'équipe. Voilà. Ok. Dario Franchetti, j'ai envie de dire… Forcément flop quand même, même si on gagne à Indianapolis. Oui. On a été déçus sur l'ensemble de l'année par Dario Franchetti. Complètement, et peut-être même par l'ensemble de la prestation Ganassi, sauf encore une fois, tu l'as dit, Indianapolis, là c'est quand même extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. Et rappelle-toi, reviens aussi sur cette fameuse course de Fontana qui décidément nous fait beaucoup parler.
en fin de course. À un moment donné, qui revoit-on en haut de l'affiche? Qui revoit-on au sommet de la hiérarchie? Oui. Les deux, pilotes Ganassi. Ils ont une expérience, ils ont une façon de gérer ces courses de 500 miles qui est quand même assez extraordinaire. La voiture, elle n'est pas forcément bien en début, tant que la piste n'est pas bien gommée, n'est pas rodée. Mais une fois que la piste est bien rodée et que tout va bien, ils ont les réglages quasi parfaits pour finir la course et ils finissent toujours très très fort. Toujours en parlant des anciens pilotes F1, Takuma Sato, alors est-ce que c'est un top de s'être montré aussi d'aussi belle manière à Indianapolis et même à Fontana, ou est-ce que c'est un flop parce qu'à chaque fois il va dans le mur quand même? Voilà, c'est comme Barrichello, c'est un top flop. Oui. Il montre de belles choses, reste effectivement maintenant à concrétiser parce que là aussi, effectivement, il se laisse un petit peu emporter. Alors là aussi, est-ce que c'est peut-être le spotter ou peut-être la personne qui dans son équipe qui doit peut-être un petit peu plus le contenir? On a bien vu aussi sur la fin de course, à un moment donné, Hunter Ray, il est à côté. Alors il utilise l'aspiration pour rester devant tous ceux qui peuvent revenir derrière pour rester dans le top 4, mais à un moment donné, il comprend que s'il reste trop à côté de Sato, ça peut être dangereux. Donc il le laisse passer. Voilà, on sent quand même que les autres, ils ont un petit peu peur quand ils sont à côté. Moi, je te propose deux autres pilotes que je mettrais vraiment dans la catégorie top quand même. Hinchcliffe, un peu moins performant dans la deuxième moitié de saison, mais il y a du potentiel pour Hinchcliffe. Il y a du potentiel, complètement. D'ailleurs, là aussi, personne ne remet en cause sa participation encore et le fait qu'il fasse partie de l'équipe de Michael Andretti la saison prochaine. Voilà, oui, il a une belle montée en puissance avec quelques très très bons résultats. Et un ancien déjà, on peut le dire, mais qui, en deuxième moitié de saison, c'est un peu l'inverse, a vraiment montré de belles choses, c'est Tagliani. Oui. Alors Edmonton, moi je l'avais commenté cet été, il a été formidable, c'est dommage, il a signé son seul top 5, mais dans les dernières courses, dans les 7 dernières courses, 6 fois dans le top 10. Et là aussi, avec une très belle course pour terminer, en dépit d'un problème aussi mécanique. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est lui qui part à la faute. Enfin bon, c'est pas de sa faute. En revanche, je pense qu'Hunter Ray doit se rappeler encore de ce qui s'est passé à Sonoma. Un peu inconstant quand même. Bon, des bons résultats, mais un peu brouillon encore. Pour son âge, franchement. Allez, on va terminer juste par un petit bilan de l'année, peut-être au niveau de l'organisation complète de l'IndyCar. C'était une nouvelle voiture, c'était une nouvelle ère peut-être, après aussi le drame de Dan Wheldon. Moi, Patrick, j'ai le sentiment qu'on s'est assez vite habitué à la voiture et que le déroulement sportif globalement de l'année s'est bien passé. Oui, en particulier. On l'a revu à Fontana, cette voiture spéciale Super Speedway avec cette aéro très particulière. Bon, ben voilà, ça y est, on s'y est rapidement fait. La version normale aussi, avec ces espèces de petits pare-chocs arrière, on s'y est fait également. Là, je mettrais quand même un flop sur une partie de la réglementation avec les pénalités qui tombaient comme à Gravelotte. Les 10 places en moins dès qu'on change de moteur. Parce qu'on change de moteur. Pour une première année, je pense qu'on aurait pu être un petit peu plus ouvert du côté des organisateurs et peut-être encore plus ouvert pour cette toute dernière course de Fontana. Ok, il y avait des pilotes qui ont dû changer de moteur, mais à la limite, allez, c'est la finale, c'est une course de 500 miles, c'est une belle course, autant pourquoi les priver de 10 places? Ça a peut-être joué, on va savoir si ça n'a pas joué dans le résultat final du championnat. Voilà, et puis Lotus, on peut rajouter dans la liste des flops. Oui, c'est un vrai flop. Là, on l'a encore vu là, quoi. Simone De Silvestro, au 11e tour, elle est déjà en train de se faire prendre un tour. Et puis bon, quelques tours plus tard, on va l'arrêter et puis on va commencer à jouer avec le capot. Est-ce qu'on ne l'a pas arrêté parce qu'on avait gentiment demandé à l'équipe de l'arrêter? On peut le penser aussi. Ça a été le plus gros flop de l'année. Quand même, ça reste Lotus parce que c'est un double flop. D'abord parce que c'est raté et ensuite parce que ça a quand même pénalisé quelques équipes. On voit bien avec Dragon et sachant qu'en plus du côté de l'IndyCar, à un moment donné, on a dit à l'équipe de Simone et Silvestro non, tu n'as pas le droit de passer à une autre marque parce qu'on a un contrat avec Lotus. Voilà. Donc là, c'est un petit peu quand même... Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette saison 2012 d'IndyCar, qu'on a été très fiers de vous proposer en direct sur Motors TV. Et puis voilà, ce petit debriefing bonus sur motorstv.com. Merci Patrick, merci à vous, à bientôt.